Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Luc J. Hébert. Je suis votre hôte pour les balados les plus douloureux de notre deuxième saison d'épisodes en français. Lors de la première saison, on a discuté entre autres de l'importance de la réadaptation et de la physiothérapie dans la prise en charge de la douleur. On a discuté de certaines interventions non pharmacologiques qui ont fait leur preuve pour traiter la douleur et améliorer la qualité de vie des personnes et en particulier des vétérans. Et on a aussi discuté de l'importance dans le traitement de la douleur chronique chez les vétérans, de mieux comprendre des éléments comme l'identité et la culture militaire, et aussi d'utiliser une approche holistique, un modèle qui considère les volets biologiques, psychologiques, sociologiques et spirituels en lien avec la douleur chronique. Alors aujourd'hui, pour aller un petit peu plus loin dans cette même perspective d'approche holistique, j'ai un invité bien spécial à vous présenter qui connaît très bien ce qu'est la douleur chronique et comment elle peut avoir un impact considérable sur la qualité de vie des militaires. Alors, j'accueille aujourd'hui avec un grand plaisir le lieutenant-colonel à la retraite, Dr. Marcus Pessman, qui a été médecin et physiatre militaire pendant de nombreuses années au sein des Forces armées canadiennes. Et il est maintenant toujours médecin physiatre, clinicien et propriétaire de Beechwood Physical Medicine, une clinique toute nouvelle axée sur les soins musculo-squelettiques qui sont offerts aux vétérans. Alors Marcus, bienvenue à l'émission. Je suis vraiment content d'être avec toi aujourd'hui. Merci Luc, toujours bien de te voir. Oui, écoute Marcus, en quelques mots, peux-tu nous dire un peu d'où tu viens, quel a été ton parcours comme médecin et militaire et comment tu en es venu à continuer à travailler auprès des vétérans? Écoute, tu vois, moi, on se connaît depuis longtemps quand même. J'ai joint les forces la première fois en 86 et mon premier posting, ma première mutation, c'était à Valcartier en 89 avec le 12e RBC. D'ailleurs, c'est là qu'on s'est rencontrés à la clinique de physiothérapie. Effectivement. Je me suis rendu compte rapidement que les problèmes musculo-squelettiques, effectivement, chez nos militaires, c'était un facteur très, très important dans leur santé, en fait, à part la santé mentale. Puis à ce moment-là, on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui. Le musculo-squelettique était vraiment la cause de la souffrance majeure. Et il y avait plusieurs cas dont je me tords encore la tête à savoir qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux. Et donc, j'ai quitté les forces en 93 et je dois avouer que c'est avec beaucoup de peine que je suis sorti, mais c'était pour faire ma spécialité en physiatrie. Et j'ai travaillé pendant une douzaine d'années à l'hôpital de Hull, ici dans la région de l'Outaouais, où j'ai vu encore plusieurs vétérans, puis beaucoup de civils avec des douleurs chroniques et multifactorielles. Et effectivement, c'était assez, comment je pourrais dire, ça nous rend humble de voir des choses pour lesquelles on n'a pas toujours les solutions parfaites. Et Effectivement. après 5 ans de résidence, je ne pense pas que j'ai nécessairement la solution parfaite non plus, mais après plusieurs années, on commence à voir la situation un peu d'un œil différent. Et ensuite, tu es revenu comme médecin physiatre militaire. Oui, exactement. En 2008, à la pointe de l'Afghanistan, il y avait quand même beaucoup de gens qui retournaient avec plusieurs blessures. Et je suis retourné en uniforme pour mener le programme de réadaptation, donc pour embaucher plusieurs physiothérapeutes, entre autres les ergothérapeutes, et travailler de concert en équipe pour gérer, entre autres, le fardeau de la douleur chronique, mais aussi les autres aspects de la réadaptation. Bon, justement, Marcus, on utilise souvent ce terme-là, douleur chronique. On utilise ces deux mots-là ensemble quand on fait référence à des douleurs qui sont rapportées particulièrement par les vétéranes et les vétérans. Alors, pourquoi on appelle ça douleur chronique? Ça veut dire quoi, douleur chronique? Et Oui. comment on définit ça simplement? Oui, c'est premièrement la définition de la douleur comme telle. Je pense que c'est important de la reviser et ça sonne peut-être technique, mais si on prend le temps vraiment d'écouter chaque mot, donc, premièrement, la douleur, c'est une expérience, donc c'est un vécu, une expérience sensorielle et émotive. Et je pense de là, déjà, la définition que ça implique non seulement les sensations physiques, mais aussi les émotions. Donc, une expérience sensorielle et émotive qui est décrite en fonction d'un dommage tissulaire ou en fonction de quelque chose qu'on présume étant un dommage tissulaire, c'est-à-dire une lésion quelque part. Puis on va en parler plus tantôt, mais c'est là où je pense que la plupart de nos patients se heurtent, à savoir, ben, il est où le bobo qui fait autant mal?
Et Ouais. ça, comme clinicien, c'est notre devoir d'aller chercher au fond de l'affaire pour trouver où est la vraie source de la douleur chez chacun de ces patients. Donc, je comprends qu'avec ce que tu viens de nous dire, il n'y a pas juste une sorte de douleur. On sait maintenant que la douleur, c'est complexe. Ça peut être produit par différentes structures. Ça peut être, comme tu viens de le mentionner, de différentes origines. Puis ça va influencer notre seuil et notre perception de la douleur. Alors, c'est classé comment la douleur, ça? Oui, C'est pas et unique. encore pas pour faire l'analogie d'une vieille voiture, parce que je pense que plusieurs de nos patients parfois se sentent peut-être comme leur vieille voiture, mais j'ai acheté la Honda 2008 de mon copain qui fonctionne encore très bien. Donc, la mécanique de cette voiture-là, comme la plupart des voitures japonaises, fonctionne encore très bien, mais il se peut que parfois les lumières s'allument pour m'avertir d'un problème potentiel ou d'un problème réel avec l'engin. Euh, et juste pour résumer très, très grossièrement, il y a 3 grandes catégories de douleurs et sans s'attarder aux mots, on a la douleur nociceptive. Donc, nociceptive, ça veut dire on a quelque chose de nocif que le corps interprète. Donc, ça pourrait être une arthrose, une fracture, une douleur qui relève d'un organe ou d'une structure mécanique. Il y a la douleur neuropathique. Donc, ça, c'est le câblage qui apporte les sensations périphériques à notre système nerveux central, comme un peu le câblage d'une voiture. Mais aussi, il y a l'ordinateur de bord. Et de plus en plus, notre cerveau, on sait, c'est la station finale de tout ce qui nous arrive au plan physique et sensitif et émotif. L'ordinateur de bord, c'est là qu'il peut se passer des choses où, par exemple, avec la voiture qui est déjà d'un certain âge, si la lumière s'allume, oui, c'est possible qu'il n'y a pas assez d'huile dans l'engin. C'est possible que les câbles qui sont rouillés me donnent un signal fautif, mais c'est aussi possible que l'ordinateur de bord ne veut pas prendre de chance. Et donc, il commence à allumer des lumières sans nécessairement qu'il y ait un bris quelque part dans le système. J'espère que c'est assez Ouais. clair de cette façon-là. C'est intéressant ce que tu dis là en lien avec la douleur chronique parce que, comme tu le dis, on a l'impression que de trouver ce qui mécaniquement ne va pas, ça va régler le problème. Mais quand on pense comme ça, si on a essayé de corriger la mécanique, on se rend souvent compte que ça ne change rien. La personne peut continuer de souffrir de douleur et elle a même l'impression que c'est dans sa tête. Alors, Absolument. j'imagine que tu vois ça toi aussi dans ta clinique avec les patients, avec les vétéranes et les vétérans. Absolument. Et merci de l'avoir mentionné parce que de se faire dire que c'est dans sa tête, premièrement, c'est une énorme insulte pour quelqu'un qui souffre réellement. Et ça, c'est clair. Soyons très clairs. Peu importe que la douleur soit une des 3 types. Ce que je dis à chaque patient qui rentre, votre douleur, c'est juste vous qui savez à quel point que ça fait mal. Peu importe que la cause soit vraiment purement physique ou purement d'origine centrale, si on veut, ou l'ordinateur de bord, ça n'a pas d'importance pour moi parce que je sais que vous souffrez. Donc ça, il faut être très, très clair parce que les gens, sinon, vont se faire croire qu'ils sont en train d'imaginer leur douleur. Et avec très, très peu d'exceptions, la douleur n'est jamais imaginaire pour moi. C'est toujours réel et il faut prendre ça au sérieux. Oui, puis comme tu l'as dit, c'est une expérience, c'est une perception, puis Mm. cette perception-là, elle existe. Le défi, c'est de trouver la cause ou de trouver peut-être l'intervention qui est la plus susceptible d'être efficace. Puis j'aimerais ça qu'on revienne à ce que tu disais tantôt. J'aime bien ton analogie avec la voiture puis l'ordinateur de bord. Mm. Euh, il y a un mot qu'on entend souvent quand on parle de douleur chronique puis d'approche un peu plus holistique, c'est tout ce qui touche la neuroplasticité. Oui, Hein, c'est un mot qui semble compliqué, là, mais en fait, on sait que le cerveau est capable de récupérer puis de se restructurer. Il y a une capacité d'adaptation. Alors, est-ce que cette neuroplasticité-là du cerveau, là, comment c'est important sur une douleur chronique, puis surtout chez les militaires, puis est-ce qu'on peut s'en servir positivement dans le fond? sans aucun doute. Et merci de la question qui est bien posée parce que de plus en plus, si je regarde ce que j'ai appris sur les bancs d'école il y a déjà 35 ans passés et ce qui est en vogue maintenant, la notion d'un système nerveux qui était câblé comme une maison où les fils sont posés et s'il y a un bris de fil quelque part, ben c'est final, on ne peut pas réparer le bris. Tout ça a été mis sur la tête et en fait, on sait aujourd'hui que le système nerveux a quasiment une capacité infinie de se remodeler.
Et en fait, si on peut retenir une chose d'aujourd'hui, c'est que le corps, c'est une machine à guérir. En fait, notre tendance comme être humain, c'est de rechercher la guérison. Et je pense que la médecine fait à défaut parfois, c'est de laisser à croire aux gens qu'il y a un déficit ou une blessure ou une lésion qui est permanente. Pour moi, il n'y a plus rien qui est permanent dans la vie jusqu'à temps qu'on se le dise que c'est permanent. Et le système nerveux, on sait qu'avec plusieurs techniques, on peut recabler littéralement, comme repasser des nouveaux fils dans une maison. Et ça prend de l'effort, ça prend une bonne équipe, ça prend beaucoup de patience, mais c'est faisable. Il y a des livres comme celui de Norman Doidge, The Brain That Heals Itself. Et c'est clair, dans le premier chapitre, ça parle de douleur. Et il y a un jeune homme ou un homme d'un certain âge qui avait une entorse cervicale il y a 20 ans passés, qui avait une douleur chronique, qui n'avait pas répondu à aucune technique physique. Mais en méditant pendant 6 semaines intensément, il a réussi à s'éliminer cette douleur-là de façon permanente. Donc, ça existe, on sait que c'est possible. Mais oui, ben c'est extrêmement intéressant ce que tu nous dis là, Marcus, mais ça veut dire ça prend un bon coach pour nous amener là, et ça prend peut-être aussi il faut changer notre paradigme, hein. Il faut voir les choses autrement, comme tu viens de le mentionner. Absolument. Écoute, on commence pas par ça. La première chose comme clinicien, c'est de s'assurer justement que la mécanique fonctionne et qu'on a adressé jusqu'au point qu'on le peut la mécanique et que le patient ne se fasse pas dire que c'est tout dans ta tête. Ça, c'est la dernière étape et souvent, c'est une étape qui arrive après plusieurs mois. On parlait de douleur chronique après 3 mois. Souvent, après 6 mois, c'est définitivement bien enraciné. Mais ces changements-là peuvent arriver assez rapidement. Mais notre première responsabilité, c'est de toujours essayer de trouver le bobo sous-jacent, mais en même temps, sachant que notre attitude envers ce bobo-là va déjà former des connexions neuronales au niveau de notre cerveau qui vont influencer notre capacité de sentir oui ou non cette douleur-là. Ouais, c'est très intéressant ce que tu proposes là parce que ça me ramène un peu à la notion d'approche holistique du modèle bio-psychosocial et spirituel. Il y a des travaux à cet égard-là qui font référence, entre autres, à l'importance de la trajectoire de vie qu'auraient eu les militaires. Je pense aux travaux des docteurs Mélanie Noël et Samantha Noyek qui travaillent avec le Centre d'excellence. Pourquoi, selon toi, tu connais bien les militaires, pourquoi est-ce que la trajectoire de vie complète du militaire, et là j'inclus même la jeune enfance, pourquoi c'est si important pour comprendre la problématique de douleur dans sa totalité? Puis là, évidemment, je pense à l'interaction entre les diagnostics de santé mentale et de douleurs chroniques qui sont souvent présents chez les militaires. Pourquoi c'est important de comprendre cette problématique-là dans sa totalité, là? Merci pour l'excellente question. Effectivement, j'ai beaucoup de respect pour les deux personnes en question et beaucoup d'autres d'ailleurs qui, d'après moi, ont vu la lumière qui nous est évidente lorsqu'on est en clinique et on entend des histoires qui se ressemblent énormément. Donc, si j'avais à résumer une histoire qui est comme du copier-coller pour la grande majorité de nos vétérans, de nos gens en uniforme, on sait qu'un cœur brisé, ça peut faire mal autant qu'une crise cardiaque. Effectivement. Et la plupart d'entre nous ont vécu une peine d'amour à un moment donné qui a fait littéralement mal à notre cœur. Et ça, il n'y a personne qui va contrarier cet élément-là. La plupart de nos militaires, ils viennent d'enfance souvent dépourvus de plusieurs choses, pas juste de choses matérielles, mais de liens affectifs qui, pour le mieux ou le pire, les rend très habiles à devenir des guerriers, je dirais, incroyablement résilients. Et justement, c'est cette attitude de guerrier-là où on peut mettre sur l'étagère toutes nos émotions pendant un certain temps, jusqu'à temps qu'une blessure physique ou émotive ou un déploiement redéclenche cette notion latente de « je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez aimé, je ne suis pas la personne qui, au fond de moi, je sens qui je suis ». Je sais que c'est un peu tordu comme réflexion, mais c'est là où Pas le du, premier pas du bobo... tout. Non, je pense que ça fait référence à une dimension importante qui joue en fait directement sur l'installation d'une douleur chronique qui des fois va rester et il sera difficile à évacuer, là. Ça me fait penser ce que tu nous dis. Il y a des modèles qui sont peut-être moins connus, mais de plus en plus, le modèle IBM ou IAS, là, identité, appartenance, sens de la vie.
pour gérer la douleur de façon holistique, puis faire en sorte que les patients se prennent un petit peu en main avec des solutions qui peuvent les aider. Pourrais-tu un petit peu élaborer là-dessus sur le rôle, en fait, c'est comme le rôle du pardon puis de l'acceptation, d'accepter ce qui nous arrive en raison d'un passé qui, comme tu viens de le décrire, et nous amène des fois dans des situations de chronicité en lien avec la douleur. Absolument. Et le modèle IBM, c'est un peu moi qui avais pondu ça lorsqu'on m'a demandé de parler pendant 20 minutes à Bruxelles sur le Congrès international de médecine militaire le septembre dernier. Et c'était pour distiller en dans 20 minutes qu'est-ce qui est plus important dans le cheminement de nos vétérans. Et moi, ce que je trouve comme clinicien, c'est que l'identité, certainement, on en parle beaucoup. C'est clair que c'est un élément essentiel à la notion d'un guerrier, d'un militaire, et que cette identité-là, elle est en péril lorsque le militaire se blesse ou il y a une douleur chronique. Donc, toute son identité est mise en question. Qui suis-je maintenant que je ne suis plus ce guerrier-là? Ouais. Le B, c'est pour belonging ou appartenance. À qui j'appartiens, c'est qui ma tribu. On sait que les gens s'isolent en douleur chronique et que l'isolation sociale, c'est une vraie maladie. Nouvelle-Bretagne, ils ont un ministère de l'isolation sociale. Ça n'a plus d'allure qu'on soit tellement isolé. On sait qu'avec COVID, que nos chiffres de douleur chronique ont augmenté. Les gens ont besoin de compagnie pour gérer leur souffrance collective. Et le M ou le meaning, la signification, le sens de la vie, si tout ça n'a aucun sens, si la souffrance que moi je vis, en fonction de ce que j'ai fait dans les forces ou ailleurs, n'a aucun sens, ça ne fait qu'amplifier la douleur. S'il y a un sens à ma douleur, comme l'accouchement étant la douleur la plus atroce qu'une femme pourrait vivre, et on sait qu'aussitôt l'enfant naît, il n'y a plus de douleur. C'est automatique. Donc, il y a un sens énorme à cette douleur-là. Absolument. Et si on peut récapituler, le sens de ce qui nous arrive comme militaire, je pense qu'il est souvent perdu dans notre situation politique. Ça serait tout un autre dialogue à avoir une autre journée. Oui, mais c'est drôlement intéressant ce que tu fais comme parallèle, Marcus, avec la femme enceinte. C'est vrai que quand on n'a pas de façon de donner de sens à la douleur, c'est difficile de s'en défaire. C'est comme la première étape. Mais je vois beaucoup d'espoir dans ce que tu nous dis. Quel message clé tu pourrais nous laisser ou laisser à nos vétérans ou nos vétéranes, des messages clés qui donnent justement un peu d'espoir à l'égard de la douleur chronique? Écoutez, je peux vous résumer peut-être pour ceux qui écoutent les 4 choses que je dis à chaque vétéran qui rentre dans ma clinique. Premièrement, je vous crois. Je vous crois, votre douleur, elle est réelle. Et déjà, on voit que les épaules se détendent parce qu'ils ne se sentent pas crus. Ils se sentent pas crus et ils ont besoin de convaincre quiconque qu'ils ont vraiment mal. Fait que je vous crois, on vous croit. Le système médical, en général, vous croit. Vous n'êtes pas en train de vous imaginer cette douleur-là. Elle est tout à fait réelle. Qu'elle soit complètement physique, ce qui est rarement le cas, ou complètement psychologique, ce qui est aussi rarement le cas, ça n'a pas d'importance. Exact. Et la dernière chose, que vous n'êtes pas seul. Les chiffres sont voyants. Heureusement ou malheureusement, vous n'êtes pas seul. Recherchez votre tribu et rebranchez-vous parce que ça fait partie de la guérison. Très intéressant cette approche-là, Marcus. Faudrait que les gens écoutent davantage peut-être ton message. Écoute, en terminant, un immense merci, Marcus, pour toutes ces informations pertinentes, puis cet angle-là tout à fait nouveau, qui est très prometteur. Je pense que ça nous donne beaucoup d'espoir et ça nous rappelle qu'il y a quelque chose à faire finalement. Et je vous rappelle, chers auditeurs et auditrices, que pour nous donner votre avis sur l'émission ou avoir plus d'informations sur la douleur chronique, vous pouvez consulter notre site Internet à vétéran, avec un S, vétérandouleurechronique.ca, dans un seul mot, ou suivez-nous sur Facebook ou sur Twitter au pseudo @Chronic Pain, COE, et sur Instagram au pseudo @Chronic Pain, barre de soulignement, COE. C'est produit pour le Centre d'excellence sur la douleur chronique par Story Studio Network et Eye Contact Productions. Alors, chers auditeurs, un gros merci. Au plaisir de vous retrouver bientôt et prenez soin de vous.